pour toutes les personnes qui souhaitent participer à l'atelier mobilité. Bienvenue. Nous allons commencer. Je suis Corinne Delatour, journaliste. Je vais avoir le plaisir d'animer cet atelier et aussi encore deux autres. Toujours un plaisir d'animer les sujets de la Banque des Territoires. Je vais, avec mes invités, nous allons vous parler des mobilités et des enjeux des nouvelles mobilités et l'enjeu du maillage territorial, donc du déploiement. Vous allez voir, le focus porte sur les IRVE. Mes invités aujourd'hui, voilà, merci. Nous avons donc David Claus, Elodie Freyfield et Vincent Vétier qui sont avec nous pour nous parler de tout ça. Les derniers rapports du GIEC. Voilà, donc j'arrive. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Les derniers rapports, vous m'entendez ou pas? Oui, c'est éteint. Non, ça va. Nous le rappelle sans cesse, le temps est compté. On doit décarboner absolument nos modes de vie. Alors, où est-ce que nous en sommes? Parce qu'on doit préserver l'intégrité de nos écosystèmes. On a 30 minutes ensemble. Vous m'entendez toujours? Parce que moi, je ne m'entends plus. On a 30 minutes ensemble et ensuite, avec mes intervenants, et 15 minutes pour des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les préparer. Je vais commencer avec une question pour Vincent Vétier. Selon les besoins de recharge, quel est un peu l'état de l'art en France aujourd'hui? Donnez-nous un petit instantané d'image des équipements IRVE et des enjeux. Bonjour à tous. Lorsqu'on parle des besoins de recharge au niveau de la Banque des Territoires, j'ai l'impression que je parle comme quelqu'un qui a bu là dans le micro. Vous m'entendez bien? J'ai un retour très particulier. Oui, c'est Robocop un peu, oui. Ah oui, ok. C'est un peu Robocop. Donc c'est normal. Donc en matière d'usage, des besoins de recharge IRVE à la Banque des Territoires, mais relativement assez classique. On regarde les usages de chacun d'entre nous avec nos véhicules électriques. Donc on définit le dimensionnement du réseau de recharge en fonction des usages éventuels de chacun d'entre nous, avec des perspectives de croissance du marché du véhicule électrique. On fait des estimations comme à 2025, 2030, 2035, quel sera le taux de pénétration du véhicule électrique. Et à partir de là, on dimensionne un besoin d'investissement en réseau de plus ou moins forte puissance, permettant à la fois de se recharger à domicile, se recharger en itinérance, mais aussi lorsque l'on va faire ses courses ou selon les cas d'usage, on a des besoins de recharge différenciés. Et donc, nos analyses du besoin se portent sur chacun, dans nos modes de vie, quels sont nos usages du quotidien des bornes. Et pour ce faire, donc en fonction de la typologie de recharge à destination, en itinérance ou au domicile, nous avons conduit à la Banque des Territoires un ensemble d'investissements répondant à chacun de ces cas d'usage. Et donc vous pouvez voir ici que par exemple en recharge lente, lorsqu'il y a des besoins dans les copropriétés, chez les bailleurs sociaux, nous avons investi dans une plateforme qui s'appelle Logivol, qui permet qui est du tiers investissement pour financer les bornes de recharge en logement collectif. Mais on a aussi conduit des partenariats d'investissement pour adresser les besoins de recharge en entreprise à destination, comme le partenariat avec BUMP récemment. Mais aussi, ce qui nous anime et nous associe aujourd'hui, c'est les besoins en voirie publique. Et pour ça, on a défini un ensemble
de coopération territoriale, avec notamment un premier investissement à Toulouse où on a accompagné la collectivité dans le déploiement de son réseau de bornes de recharge en voirie publique. On a signé aussi un accord d'investissement avec une entreprise qui déploie des ombrières de parking avec des bornes de recharge potentiellement sur le foncier public, une société rennaise qui s'appelle See You Sun. Et donc ça, c'est l'objet de nos échanges aujourd'hui, c'est quelles solutions nous pouvons apporter pour déployer des recharges sur le domaine public et répondre à ce besoin. Alors justement, on parlait tout à l'heure de la proximité que vous avez, vous, dans les territoires, avec toutes ces nouveaux enjeux, les SDE, les SEM, etc., et les comités, les collectivités territoriales. Élodie, vous avez invité David Claus à Dessein, un partenariat fort, mais qui est pérenne et qui ne date pas d'hier. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, donc nous sommes avec David, qui représente à la fois le SDE 35 et la SEM. Donc effectivement, c'est un partenariat nourri et vivant. Alors, il a été initié en 2017 à peu près, quand on avait on a émis le souhait en fait ensemble de pouvoir créer un véhicule d'investissement pour financer c'est vrai que l'écho est perturbant. Pour financer les investissements dans les ENR. Donc on s'est retrouvés à ce moment-là. L'actionnaire de référence de cette SEM est effectivement le SDE 35. À côté de lui, on trouve également des collectivités locales comme Rennes Métropole, le conseil département d'Ille-et-Vilaine et dans le collège privé, bien évidemment, la Banque des territoires. Donc cette société a été créée en 2018 avec un capital de près de 6 millions d'euros. Et effectivement, aujourd'hui, et pas plus tard qu'en fait, il y a quelques jours, on a finalisé une augmentation de capital de plus de 15 millions d'euros qui porte le capital donc à 21 millions d'euros. Donc, ce qui montre bien la dynamique sur le territoire et des très nombreux projets. Et en fait, la spécificité avec le SDE 35, c'est que nous ne nous sommes pas arrêtés à la création d'une SEM énergie, comme on peut le voir dans beaucoup de territoires français. On a développé beaucoup d'autres projets. On a financé le maillage et le déploiement de stations bio-GNV. On a aussi apporté un financement bien spécifique pour financer la réhabilitation énergétique des bâtiments publics. Et pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, là, on travaille à accompagner un appel à projet sur le sujet des bornes électriques. Les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Alors, en Ille-et-Vilaine, on a bien compris que vous connaissez bien. Quel est le contexte aujourd'hui en matière d'IRVE, David ? Alors, bonjour à tous. Je pense que le contexte en Ille-et-Vilaine est à peu près le même que dans pas mal de départements. Nous, sur la mobilité électrique, la première borne, j'ai recherché avant l'atelier parce que je ne me souvenais plus quand est-ce qu'on l'avait mis. Elle a été installée en 2016. Donc, ce n'est pas un nouveau sujet. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était l'œuf ou la poule. Tant qu'il n'y a pas de borne, il n'y a pas de voiture. S'il n'y a pas de voiture, c'est pas la peine de mettre des bornes. Voilà. Donc ça, c'était 2016. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce schéma-là. Il n'empêche que ce qui a été mis en 2016 a fait que le syndicat d'énergie a investi dans un réseau de bornes de recharge. On l'a fait dans une coordination régionale, voire même birégionale, Bretagne-Pays de la Loire. Et en 2021, donc il y a 2 ans, la loi a demandé à ce qu'on mette en place des schémas directeurs IRVE à l'échelle soit des intercommunalités, soit des départements.
Donc en Ille-et-Vilaine, comme on avait eu la compétence borne de recharge pour toutes les communes, c'est nous qui avons porté le schéma directeur, qui ne s'appuie pas que sur notre réseau public, mais bien également sur le réseau privé. Donc par rapport à votre question sur la situation, on a fait le bilan de ce SDIRV là, il y a quelques semaines et on le présente devant le préfet en juin. On a 1 millier de points de charge sur le département. Et sur le millier de points de charge, on a environ 250 qui sont propriétés et exploitées par le SDE 35, donc un quart, là où en 2016 on était tout seul et en 2021 on était à moitié-moitié. Donc on voit une vraie dynamique des opérateurs privés sur le déploiement de la charge. Et vous voyez aussi qu'en fait ce dispositif, enfin ces implantations ne sont pas suffisantes, il faut accélérer. Voilà, parce que ce que montre aussi le schéma, donc pour faire un schéma, un SDIRV, comment vous faites, vous estimez combien il va y avoir de véhicules électriques. Vous essayez d'estimer combien il faut de points de charge en accès public par rapport au nombre de véhicules. Et là, vous avez des ratios, selon ce que vous lisez, qui sont un peu différents. Nous, on est parti pour un point de charge pour 15 véhicules électriques rechargeables sur le département. Ça, c'est la cible. Aujourd'hui, on est plutôt à 1 pour 20. Ça ne pose pas de gros problèmes. Donc sûrement que ce ratio pour 1 pour 15 est un peu excessif. Mais en tout cas, on n'est pas loin avec un point de charge pour 20 véhicules électriques en fonctionnement. Quelle est la part des opérateurs privés, opérateurs publics? C'est réparti? Alors, donc je vous ai dit au début, on était tout seul. On a été longtemps moitié-moitié. Là, on est à peu près à un quart opérateur public, 3 quarts opérateurs privés. Mais là, le point de bascule où on arrive aujourd'hui, c'est que les opérateurs publics, comme le SDE, mais les autres c'est pareil, ont fait sur le foncier public à leur rythme. Moi, j'investis à peu près une quarantaine de nouveaux points de charge chaque année sur le département. Et les opérateurs privés ont légitimement fléché leurs investissements sur du foncier privé, parking de supermarché notamment. Sauf qu'il y a un trou dans la raquette, c'est que la voirie, il y a beaucoup de voiries publiques, que les commerces en centre-bourg, ils n'ont pas de grands parkings privés. Et donc, moi, ma capacité d'investissement en public n'est pas suffisante pour répondre aux besoins. Et pour un opérateur privé, c'est compliqué d'aller installer une borne sur du domaine public parce qu'on a un certain nombre de règles de mise à disposition de l'espace public pour une activité privée qui sont quand même loin d'être simples. C'est ça. Donc vous avez mis en place un schéma directeur parce qu'il faut cadrer tout ça. Et il ne faut pas le faire n'importe comment, de telle manière que vous puissiez justement libérer du foncier pour les opérateurs privés aussi, mais pas à n'importe quelles conditions, c'est ça? Alors, en fait, le schéma, il fixe combien de bornes à l'échelle 2025-2030, quel type de puissance. Vous l'avez présenté un peu tout à l'heure, il y a du résidentiel pour les gens qui n'ont pas accès à la charge chez eux. Il y a de la borne à destination autour de 22 kg à côté des commerces, des salles, de restaurants, etc. Et puis, il y a l'ultra rapide sur les axes de transport. Donc, le schéma, il fixe ça. On fait un point chaque année, Oui, c'est ça. voilà, pour vérifier où on en est en termes de déploiement. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on est en retard sur les normes, les bornes à destination notamment, dans les centres-villes, que ce soit des centres-villes ruraux ou urbains. Donc là, ce qu'on a monté, et c'est là-dessus où on s'est appuyé sur l'aide de la Banque des Territoires pour nous financer ce travail-là, on est en train de finaliser un groupement de propriétaires fonciers publics. Donc le SDE 35 a déjà l'habitude des groupements d'achat. On achète de l'énergie pour toutes les communes du département. On s'est dit, si on sait acheter de l'énergie, vu la difficulté des marchés de l'énergie, on va bien savoir faire un groupement de propriétaires. Donc on contractualise avec toutes les communes du département, tous les EPCI, pour qu'elles nous mettent à disposition du foncier qui est de leur compétence. Et nous, on va organiser la mise en concurrence de ces fonciers pour les mettre à disposition d'opérateurs privés. Donc là, le premier doit être lancé en juillet si tout va bien, en septembre si on n'arrive pas à passer les caps de juillet. Et la cible, c'est de mettre à dispo 50 emplacements publics. Donc avec minimum de points de charge, ça fera une centaine de points de charge accessibles, que les opérateurs privés pourront avoir accès pour investir avec leur propre réseau. C'est ça qui est nouveau en fait. C'est ça qui est nouveau, c'est ce côté, on regroupe du foncier public appartenant à plein de structures différentes pour faciliter le boulot aux opérateurs privés, pour accélérer le déploiement, et notamment accélérer le déploiement sur le foncier public, où là, ça ne va pas assez vite. Et la particularité qu'on a eue en Ille-et-Vilaine, c'est que vous avez dans certaines agglos, il y a déjà eu des mises à disposition, mais en général, sur un mode, on met à disposition l'ensemble du service. Là, mes élus souhaitaient conserver un service public de base, d'une vingtaine de pourcents, basé sur ce qu'on a mis en place depuis 2016.
Alors là-dessus, il faut trouver un appui auprès de la Banque des Territoires, parce qu'en fait, après, il faut maîtriser tout ce que vous mettez à disposition. Alors, on fait un contrôle régulier, évidemment, de comment ça se déploie, mais c'est un partenaire Alors, important qui connaît bien le territoire. Et surtout, là, la Banque des Territoires a accepté de financer l'ingénierie juridique qu'il y avait derrière, parce que lancer un groupement de propriétaires publics, il y en a, ça n'existe pas forcément sur le paquet. On a mis en place des conventions de mandat pour qu'on puisse aller percevoir les redevances pour le compte des différentes collectivités. Donc là, on a travaillé donc là-dessus avec le bureau d'études Wavestone et le cabinet juridique GB2A, donc avec un cofinancement Banque des Territoires. Et la troisième particularité de l'apport de la banque, c'était on va mettre à disposition ces fonciers. Donc il y a des opérateurs privés, il y en a. Nous, on en a recensé 34 qui sont capables de répondre. On en a 14 avec qui on bosse régulièrement dans le cadre du schéma directeur, donc qui sont notre cible principale, mais les 20 autres qui n'hésitent pas à taper à la porte. Et dedans, on a des très grosses entreprises qui disposent des moyens financiers d'investissement et d'autres plutôt de petite taille, des startups qui peuvent être juste sur les capacités d'investissement. Et donc là, dans l'AMI, on y accroche l'appel à volontaires, on va dire ça comme ça, mais Elodie le redira un peu mieux, pour que la Banque des Territoires puisse cofinancer aux côtés des opérateurs privés ce déploiement d'investissement. Et l'idée, c'est que notre AMI ne soit pas réservé qu'aux grosses majors de la mobilité électrique. Et de même que ça touche, en fait, ce déploiement touche aussi les territoires ruraux, les communes plus rurales. Ça aussi, c'est important. Alors effectivement, nous, dans notre mix des 50 emplacements, on va mettre des emplacements un peu sexy pour attirer le chaland, mais Je vous vois venir. J'habite dans un tout petit village. Vous allez en mettre un petit sexy. On va mettre aussi des emplacements un peu moins attractifs où spontanément on n'y serait pas allé. Mais l'idée, c'est que la mobilité élec, elle ne soit pas réservée aux urbains, elle ne soit pas réservée aux classes favorisées. Et en plus, le vrai gain financier de la mobilité élec, c'est quand même ceux qui habitent un peu loin et qui font beaucoup de kilomètres avec leur voiture. Donc là, c'est vraiment notre rôle service public et de s'assurer que l'accès à la recharge, elle soit bien accessible pour tout le monde. Et pour autant, ce n'est pas une concession de service public que vous faites. Alors c'était le gros enjeu, c'est comment on arrive à faire ça sans que ce soit une concession, puisque en tant qu'SDE, je continue d'exploiter mon réseau en régie. Donc je ne peux pas, à côté de ma régie, lancer une concession. D'où ce modèle un peu original de groupement de propriétaires fonciers, d'AMI. Et après, les opérateurs seront libres de faire leur tarification. Ce sera leur marque qui sera affichée. Moi, je gère la mise à dispo du foncier. On va s'assurer que les engagements qui sont proposés... et on va gérer la mise en concurrence. Mais après, les opérateurs privés seront libres de la... Et d'ailleurs, sur certains emplacements, on proposera des emplacements un peu plus larges, parce qu'on sait qu'il y a des opérateurs de la recharge qui souhaitent proposer d'autres services à côté de la mobilité élec. Donc ça, ce sera bien également intégré sur certains emplacements. Élodie, ça, ce sont des projets que vous aimez dans le partenariat et la collaboration que vous avez depuis plusieurs années avec SDE 35. C'est ce type de projet que vous aimez accompagner. Pourquoi ? Alors oui, c'est exactement le type de projet qu'on aime accompagner. Alors déjà, on est avec un partenaire avec qui on a appris à se connaître, on a développé beaucoup de projets. Et là, on va sur un projet qui est innovant, qu'on n'a encore jamais fait, donc, et qui sert à un objectif commun, la transition énergétique. Donc oui, véritablement. Donc ça, c'est pour le côté partenaire. Après, si on parle un petit peu plus du projet, là, on est sur un sujet de densification du réseau, d'une part, donc ça c'est très important. Et puis, ce qui est imaginé et que nous, on pourrait accompagner en Ille-et-Vilaine, c'est duplicable dans n'importe quel autre territoire ou voilà. autre département. Ouais. Comment est-ce qu'on coordonne et on maîtrise ces opérateurs privés, ces opérateurs publics qui vont s'implanter sur le foncier en fait, disponible ? Pour être tout à fait transparent, on ne coordonne pas vraiment. Enfin, on est sur un service concurrentiel, donc il y a des choses qu'on arrive à coordonner, d'autres pas. Je vous ai dit, on a 14 opérateurs qui ont signé la charte du SDIRF, c'est-à-dire qu'ils s'engagent au moins une fois par an à participer à la réunion d'évaluation du schéma, à indiquer quelles sont leurs prévisions de déploiement et à quel endroit ils souhaitent les faire, et qu'on puisse discuter un peu collectivement, que tout le monde ne vienne pas mettre ses bornes au même endroit, parce qu'il y a deux effets. Il y a un effet sur le réseau électrique, les syndicats d'énergie regardent ça quand même, et que si on fait tomber le réseau élec à cause de la mobilité, c'est peut-être pas une bonne idée. Et l'autre élément, effectivement, c'est que la recharge ne soit pas concentrée sur les zones urbaines. Donc on essaye de faire cet effort de coordination et en même temps on ne veut pas brider l'initiative privée parce qu'on est sur le champ concurrentiel. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver.
n'est pas parfait, mais qui se passe pas trop mal en Ille-et-Vilaine. Alors, un équilibre à trouver entre les majors et puis les startups que vous souhaitez encourager quand même. S'il y en a qui ont besoin de financement pour amorcer, comment ça se passe? Donc là, c'était ça l'idée, et ça, pour le coup, c'était une proposition vraiment de la Banque des Territoires de pouvoir utiliser cette AMI pour aussi montrer le type de financement disponible pour des entreprises qui démarrent sur le sujet. Et autant, comme Élodie le dit, on a appris à se connaître en 4-5 ans. Pour quelqu'un qui lance son entreprise, spontanément, il va peut-être pas aller voir la Banque des Territoires en se disant c'est un truc pour les acteurs publics, c'est un gros machin, je ne saurais pas les bouger. Je pense qu'il peut se dire qu'il n'est pas fait pour, oui, c'est ça. Mais donc, vous êtes en train d'ouvrir une porte. Tout à fait, on discutait avant l'atelier de se dire on va faire un temps de formation où on va inviter les opérateurs privés pour les informer du dispositif. Ouais. Alors, c'est là que l'expertise en ingénierie financière entre en jeu, Vincent, c'est ça? Parce que c'est quand même... il faut articuler tout ça. Tout à fait. On ne s'imagine pas, quand on voit une borne de recharge, toute la question de structuration juridique, financière, fiscale qu'on peut imaginer. C'est le volet juridique le plus ardu. Ouais. Et donc, M. Claus l'évoquait sur la nature juridique du plan de déploiement des bornes de recharge. Il y a possiblement une maîtrise d'ouvrage public, le syndicat déploie pour compte propre et dans ce cas-là, on a une capacité de financement du syndicat en direct. On a évoqué rapidement le schéma de concession qui peut être une possibilité pour certains territoires, auquel cas on répond également possiblement avec un groupement qui répond à cet appel d'offres. Et puis, ce qui est l'objet de notre échange ici, on a co-construit avec l'Ille-et-Vilaine, avec le syndicat, un mode de réponse innovant, entre guillemets, dans le sens où il y a cette possibilité de mise en concurrence du foncier public avec un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt. Et dans ce contexte-là, l'ingénierie auquel on a pensé, c'était de dire comment fait-on pour rendre attractif le maillage, les difficultés de recharge sur certains territoires et dans les plus grandes agglomérations, ce maillage, proposer nos solutions de financement aux opérateurs pour les aider à répondre à l'appel d'offres du syndicat. Donc c'est vraiment une ingénierie adaptée. On co-construit, on est en train d'évoquer ce que l'on peut imaginer pour les opérateurs pour qu'il y ait le plus de réponses possibles, qualitatives pour l'appel d'offres du syndicat. Alors, vous êtes capable de prendre un petit peu de risque, alors qu'il y a des moments où quand même vous montez de nouveaux modèles. Oui, tout à fait. Alors, si je reviens sur la planche que je vous ai présentée tout à l'heure, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de plateformes que l'on a développées pour l'itinérance avec de la recharge rapide. Mais ça répond à une typologie de besoins. Tandis que pour ce qui est des sujets de maillage territoriaux et d'accessibilité de la mobilité décarbonée à tous, dans tous les territoires, il faut avoir une réponse adaptée et ça passe par ce mécanisme que l'on a évoqué d'AMI et de financement du réseau de bornes dans des territoires moins attractifs, j'ai entendu sexy, mais moins attractifs que d'autres. Vous avez accompagné d'ailleurs les 3/4 des territoires, je crois, dans la mobilité décarbonée, enfin dans l'implantation des IRVE. Alors, on les a accompagnés dans le schéma directeur. Dans le schéma directeur, d'accord. C'est vraiment une nuance importante. Oui, bien sûr. D'abord, on définit le besoin du territoire, les prospectives du besoin à moyen et long terme du territoire. Et ensuite, il y a la mise en œuvre. Ce que fait M. Claus en ce moment, c'est de se dire, bon, son schéma directeur a été construit avec l'ensemble des parties prenantes du territoire. C'est un élément qu'on est capable de financer en ce qu'on appelle en ingénierie. On subventionne la réalisation de l'analyse détaillée du besoin du territoire. À partir de ce schéma directeur réalisé, on va dire c'est une partie
du chemin, mais le plus dur reste à faire, c'est cette mise en œuvre du schéma directeur, avec une capacité aussi que l'on a déployée en Je voudrais donner Ille-et-Vilaine. la parole à Élodie, je vois Pardon. le temps qui tourne. Je me dépêche. Oui, On a fait, sur le sujet juridique, c'est compliqué. Monsieur Claus l'a expliqué, oui, il y on l'a a dit. des enjeux juridiques. Et derrière, c'est cette capacité à structurer l'ensemble des parties prenantes. Alors je rebondis justement sur les différents types d'ingénierie. Quel type d'ingénierie, alors pour les plus techniciens du public, quel type d'ingénierie doivent être activés mais rapidement, parce que Oui, le temps alors- file. Alors peut-être juste sur l'ingénierie, peut-être dire juste une chose, c'est que l'ingénierie, c'est pas une fin en soi, ça sert à réaliser des projets. Donc l'ingénierie, elle est de deux ordres. Une première ingénierie, c'est tous les schémas, donc c'est-à-dire préparer, poser la stratégie territoriale. Donc ça, c'est le premier niveau. Et donc ça, on ne l'a pas fait en Ille-et-Vilaine parce que David est parti très vite, mais c'est Vous possible. êtes revenu, j'espère, David. J'ai montré le chemin. Ah, vous avez ouvert la route. Voilà. Et le deuxième niveau d'ingénierie, c'est ce qu'on fait actuellement. On est vraiment dans la préparation du projet. Donc là, on peut réfléchir au montage juridique, au modèle économique. Et l'une et l'autre doivent permettre la réalisation de projets. Après, nous, notre métier Banque des Territoires, c'est bien de financer les projets, qu'ils soient publics ou privés, comme ce sera possiblement le cas ici. Merci. Une question et une réponse rapide. Vincent, je vous mets un peu la pression. Hein. Je suis pas très gentille. Donc, il n'y a pas que le savoir-faire en ingénierie qui compte. Quoi d'autre? Il y a des enjeux, on a parlé juridiques, mais il y a des enjeux techniques, technologiques, de se dire la pérennité de ces réseaux de bornes que l'on déploie, c'est pas pour se dire dans 5 ans, finalement on était complètement à côté de la plaque, on n'a pas choisi les bonnes technologies, les bonnes conditions d'opération du service. Donc, Alors il faut concrètement, être ça aussi- veut dire quoi? Ça veut dire être super à l'écoute de ce qui se passe en temps réel dans ces d'être- dossiers-là? d'être à l'aise avec les choix technologiques et de s'assurer de leur pérennité et que les financements qu'on déploie aujourd'hui sont utiles dans la durée. Donc ça, c'est l'enjeu. C'est ça. Donc en technique. fait, il y a quand même un suivi qui est important pour que voilà, on soit dans la durée, toujours en réponse à une demande ou à une évolution d'un contexte. Oui, mais alors nous ne sommes que financeurs accompagnant le financement des financeurs. projets, mais on a des experts. Monsieur Claus a aussi cette capacité avec ses équipes de bonne connaissance des typologies de bornes, de comment Alors, on les va exploiter. On va demander à l'expert, justement. Vous en êtes au démarrage, là, avec SDE 35. 50 emplacements bientôt, c'est ça? En plus, dites-moi. Alors, effectivement, on n'est pas au début parce qu'on a déjà exploité Oui. un réseau. Et Oui, c'est parce vrai que que vous pour êtes le. parti très vite, c'est vrai. Et en tant que constructeur exploitant, enfin constructeur non, installateur exploitant, on voit les difficultés qui peuvent se poser à un opérateur de charge. Et on est confronté tous les matins au maire qui veut la borne en face de sa mairie parce que c'est joli, même si le restaurant il est de l'autre côté et que la borne elle serait mieux à côté du restaurant qu'en face de la mairie. Donc je veux dire ces questions-là s'il y a des opérateurs privés, ils ont dû l'avoir quand ils ont eu un rendez-vous un jour en mairie. C'est pas toujours le meilleur emplacement qu'on vous propose spontanément. Donc le but de nous, de l'AMI, c'est bien de sécuriser les emplacements avec les élus locaux pour qu'ils soient pertinents pour les futurs usagers. Et nous, on est bien sur un service rendu à des gens qui utilisent la voiture électrique. On a des gens chez moi, et j'en fais partie, qui utilisent des voitures électriques, qui sont confrontés aux problèmes de charge, la borne en panne, pas au bon endroit, pas de lumière alors que c'est la nuit. Enfin, voilà, il y a des expériences de charge qui sont plus ou moins agréables. L'idée, c'est bien que ces emplacements-là, on aille trouver des choses qui répondent au service et que tout le monde, que ce soit pas un sujet. Alors, je vais vous poser une dernière question pour conclure cet échange, mais qui n'est pas tout à fait à son terme, puisqu'on va vous laisser nous poser des questions, mais ça vous laisse le temps de réfléchir comme ça. Vous allez compléter la phrase que je vous propose, si vous voulez bien, Madame, Messieurs. La mobilité électrique aura gagné quand? Quand quoi? Quand qui? La mobilité électrique aura gagné quand? Qui veut commencer? Quand ce sera plus une question, quand on utilisera son véhicule sans se préoccuper de son déplacement et de là où on va se charger. On sait qu'on a une solution de recharge et on part comme sans se préoccuper de là Quand où ce sera plus un sujet. Voilà.
j'y vais, je vais chercher ma baguette, je me branche et je reviens. David? Alors moi, j'aime pas les questions fermées. En fait, c'est pas la mobilité électrique qui est importante, c'est la mobilité bas carbone. La mobilité électrique, c'est un des piliers. On a aussi le biogaz, on aura peut-être demain l'hydrogène. Et si je reviens quand même sur votre question, pour moi, elle a déjà gagné parce que vu l'explosion des voitures électriques, du réseau de charge, c'est plus un vrai sujet. Le sujet, ça va être d'arriver à suivre le rythme et que les infrastructures ne redeviennent pas un frein comme ça a pu être au début. Et moi, je pense qu'elle a gagné le jour où on a vu des concessionnaires qui se mettaient enfin à faire de la pub pour les voitures électriques et que dans les salons, des constructeurs de voilà, et que les voitures constructeurs qui s'y jouent le jeu. mettaient, alors que Voilà. regardez Carlos Tavares qui n'y croyait pas et qui avait 2 chaînes de production en parallèle. Il se disait j'en fais une électrique et j'en fais une thermique et je vais activer l'une ou l'autre en fonction des ventes. Et bien là, c'est à fond, parce que je les connais, c'est à fond sur l'électrique. Élodie, ce sera un succès si... Merci de la précision, cela dit, parce que ma question a été fermée. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on a presque déjà gagné parce qu'on est là pour en parler. Et voilà. Merci, J'accompagne merci les beaucoup. On va prendre vos questions, ce n'est pas la fin. Si vous en avez, et notre jeune homme avec le polo rouge peut vous tendre un micro. Il est ici, sur votre droite. Monsieur au milieu. Bonjour à tous, Jean-Philippe Bénard, ville de Draguignan. Oui, juste une question. Ah oui, c'est vrai que c'est... Non, c'est très agréable. C'est très narcissique, on s'entend. Le schéma, le SDIRV, il a un caractère contraignant ou indicatif? Alors, moi, j'aurais bien aimé qu'il ait un caractère un peu contraignant, parce que ce serait plus facile et coordonné. Normalement, la loi indiquait que si le déploiement ne se faisait pas conformément au SDIRV, l'opérateur perdait la réfaction sur le raccordement électrique. Dans la vraie vie, on a quelques doutes sur la réalité effective du sujet. Donc clairement, le SDIRV, il n'est pas contraignant. Et ça veut dire que pour qu'il marche, il nécessite un engagement de tout le monde et qu'il y ait quand même un pilote qui mouille un peu la chemise pour pousser les gens à discuter entre eux. Et ce n'est pas spontané. Merci. En attendant que vous réfléchissiez, moi j'en ai une qui est arrivée. Avez-vous, David, allez pour vous, benchmarké d'autres territoires avant de vous lancer? Alors oui, beaucoup. On a l'habitude de toujours faire comme ça. Déjà, on échange avec les 9 départements Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, et on échange beaucoup sur nos stratégies, et parce que personne n'a la solution toute faite. Et après, on n'avait pas trouvé ce modèle de groupement de propriétaires fonciers. Ce qu'on a vu, notamment dans des grandes agglos, c'est on met à dispo du foncier parce qu'on n'a pas envie d'investir en propre, et on passe sur un modèle de concession, d'exploitation de services. C'est quand même le cas qu'on voit de façon plus générale, ou des structures, syndicats d'énergie ou communes, qui investissent elles-mêmes. Et nous, vraiment, on voulait trouver un modèle qui permettait de mixer. Et donc, moi, j'aime pas trop innover, j'aime mieux copier ce qui marche, c'est plus efficace. Mais là, on a été obligé un petit peu d'inventer un nouveau modèle. Est-ce que vous êtes sollicité à la Banque des Territoires pour financer d'autres formes de mobilité qui existeraient? Ah, il y a une question? Ah donc, ok, la mienne ne vaut pas grand-chose. C'est ça, c'est pas grave, je le prends pas mal. Alors, on ne vous voit pas. Est-ce que vous pouvez vous lever? Ah, ça y est, je vous vois. On est ébloui par les lumières. Désolé. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'avais une question. On a du coup beaucoup parlé de la mobilité électrique, donc on comprend beaucoup par la voiture. Comment est-ce que la Banque des Territoires accompagne aujourd'hui le développement d'autres formes de mobilité et de la décarbonisation de la mobilité au-delà de la voiture électrique? Ah oui, c'est un ami. C'est pas un appel à manifestation d'intérêt. Je fais un écho. Alors, je ne sais pas si le sens de votre question est sur d'autres formes d'énergie en termes de typologie de financement, par exemple, de la mobilité hydrogène, ou si c'est une question plus orientée sur les mobilités douces. Les mobilités douces, ouais, type plutôt sur les mobilités douces, sur les vélo, transports en commun. Et comment est-ce qu'on accompagne d'autres formes de mobilité que la voiture électrique? Oui, bien évidemment, on accompagne en fait toutes les formes de mobilité décarbonées, qu'elles soient douces ou qu'elles soient motorisées. Allez-y, prenez le temps. On n'est pas. Il
Il y a pas Pardon. Donc sur les mobiles, et donc en tant que banque des territoires, donc on est financeur, donc on a deux possibilités pour accompagner des projets, soit en investissement, c'est un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui, où on peut créer une société, mettre des fonds propres, des quasi-fonds propres, et on peut entrer dans des SEM ou dans des sociétés 100% privées. Et à côté de ça, on est aussi un financeur des collectivités locales. Et à ce titre-là, on peut accompagner toutes les mobilités décarbonées, donc les plans vélos, les acquisitions de véhicules électriques, que ce soit des bus, des cars, des bennes à ordures ménagères. Donc oui, on a vraiment un spectre d'intervention qui est extrêmement large sur les objets financés et sur les partenaires que l'on peut accompagner. Et en complément, Non, parce que je vais prendre juste un exemple sur la mobilité légère. Donc il y a la mobilité douce, bon ça c'est moins mon domaine, mais sur la mobilité lourde, la Banque des Territoires nous a apporté des financements un peu nouveaux qui venaient substituer aux prêts bancaires parce que les taux étaient modulables en fonction de la réalité du chiffre d'affaires des stations, sur tout ce qui est stations gaz pour les bennes à ordures ménagères de la métropole, pour les bus de Saint-Malo agglomération. Et donc ça nous a permis de financer des stations d'avitaillement pour les véhicules lourds en gaz, sur un modèle qui était quand même pas d'une grande stabilité, en tout cas où on voyait pas complètement clair, et les modes de financement qui étaient proposés donc sous forme de prêts mezzanine liés à des taux variables en fonction de la rentabilité du projet à terme nous a vraiment aidé à aller au bout des investissements. Et peut-être juste ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que la Banque des Territoires, c'est un acteur financier pas comme un autre. Donc, on est en mesure aussi de réfléchir très en amont sur des projets un peu innovants. Bon, voilà, c'est vrai qu'on parle d'hydrogène. Les modèles économiques, ils sont encore fragiles. Donc, on sait accompagner les acteurs aussi très en amont pour réfléchir effectivement et co-construire aussi les projets. Et l'ingénierie, elle peut servir à ça. Et une fois qu'on a un projet qui tient à la roue, si vous m'autorisez cette expression, qui a un modèle économique, eh ben, ensuite, on peut investir en fonds propres dans le projet. et si je peux compléter également, Vincent, bien sûr. puisqu'on est en fait, on accompagne les politiques publiques. Il n'y a pas de typologie d'énergie ou de mode de transport privilégié. On est là pour répondre à l'ensemble des besoins de la mobilité, que ce soit du train, des transports en commun, des véhicules électriques, de mobilité hydrogène et mobilité douce. Et on va retrouver tout le spectre de financement, comme le disait Elodie, que ce soit de l'ingénierie, des subventions, du prêt ou de l'investissement pour l'ensemble des besoins d'accompagnement de la décarbonation des mobilités. Merci pour cette réponse. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez encore une question? Non? Ah, monsieur, premier rang, merci. Monsieur a un casque, vous me le prêtez, votre casque? Bonjour. Excusez-moi. Il est bien, votre casque. Oui, non, le robot, ça me plaît beaucoup. Je vous remercie. Là, j'ai entendu parler d'abord du GIEC en tout début. Ensuite, j'entends parler, je vois écrit IRV, infrastructure de recharge de véhicules électriques. Et je n'entends parler quasiment, à part sur la dernière question, que de voitures. Donc, les nouveaux pollueurs que sont les personnes qui utilisent un maximum de ressources pour des véhicules de 2 tonnes pour déplacer 80 kilos, pour aller à la boulangerie, comme vous l'avez dit, est-ce qu'elles sont en train de capter tous les financements de ce schéma directeur IRV? Merci. Moi, je vais répondre sur le point de vue comment. En tant que syndicat d'énergie, nous, déjà, il n'y a pas les subventions du SDIRF, comme vous indiquez, elles sont uniquement sur la partie études. Donc, ce n'est pas le gros de l'investissement. C'est vrai, le syndicat d'énergie, en tant qu'acteur public, a investi dans un premier réseau de bornes de recharge qui est surtout fléché voitures électriques. Alors, même s'il y avait aussi toujours une capacité de brancher les vélos électriques, mais clairement, ça a été fait plutôt pour les véhicules légers électriques.
Le débat, est-ce que les véhicules électriques, est-ce qu'il faut qu'on réplique les mêmes bêtises qu'on a fait avec des SUV électriques plutôt que des SUV thermiques? Là, j'ai mon droit de réserve, mais je suis assez d'accord avec vous. Et après, côté syndicat d'énergie, nous, c'est d'apporter une infrastructure qui permette la décarbonation de la mobilité. C'est vrai que sur le champ d'action où on est plutôt voiture électrique. Mais si je prends l'exemple de la métropole qui est membre du syndicat d'énergie, le gros des investissements, il n'est absolument pas mis dans les stations de bornes de recharge, mais dans la mise en place d'une deuxième ligne de métro, dans la mise en place de véloroutes pour faciliter la circulation des vélos et réduire la place de la voiture en ville. Et d'ailleurs, dans les plans de déploiement qu'on peut faire à l'échelle de zones urbaines, les bornes électriques, on en a très peu en centre-ville parce que le but, c'est de sortir la voiture du centre-ville. Et la volonté de la métropole, c'était de ne pas flécher des investissements sur la mobilité électrique parce qu'elle considère que ça doit pouvoir rentrer dans le champ concurrentiel et que les investissements doivent pouvoir être majoritairement portés par des opérateurs privés. Il n'empêche qu'à l'échelle d'un département, la voiture électrique en secteur rural, c'est quand même une des solutions. Qu'en Ille-et-Vilaine, l'habitat est très éclaté et qu'il n'y aura pas du transport en commun partout. Et que là, on a une mission de service public de faciliter cette solution-là, qui ne répondra pas à tout, hein, mais aussi dans les secteurs ruraux peu denses où le transport en commun ne répondra pas. Voilà, je ne pense pas que j'ai complètement répondu, mais c'est vrai que là, on a fait un focus parce que c'était le sujet de l'atelier, mais ça ne résume pas du tout d'une politique, d'une mobilité. Et d'ailleurs, et après je termine, promis, en Ille-et-Vilaine, tous les EPCI, donc toutes les intercommunalités, sont passées autorités organisatrices de la mobilité. Et les EPCI définissent leur schéma de mobilité, plus ou moins conforme au GIEC, en fonction des intercos. Mais bon. Et ça, c'est les intercos qui définissent leur politique, c'est le territoire de vie. Moi, en tant que syndicat d'énergie, on est juste là pour porter des sujets techniques au service de ces plans de mobilité. Effectivement, si une intercommunalité va tout miser sur la voiture individuelle parce qu'elle n'a pas envie d'investir dans les transports en commun, c'est pas bien, mais on va un peu suivre ce qu'aura décidé le territoire en termes d'évolution de sa mobilité. Mesdames et messieurs, très bien. Écoutez, il me reste à vous remercier beaucoup. Bon printemps des territoires. Il y a beaucoup de sujets, ça foisonne de partout, je vous l'avais promis. Profitez-en toutes et tous, et je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre attention. Merci.